J'aimerais savoir ce qui leur est arrivé plus tard, avoir de leurs nouvelles, mais c'est mieux ainsi. Je ne connais même pas leur nom, mais ils vont me manquer, conclut la jeune fille. J'aimerais rester en contact avec les 3 autres, mais je comprends qu'il vaut mieux que nos chemins se séparent, et ce sera certainement définitif. Je ne sais pas ce qui va leur arriver, pensa le jeune homme. La jeune fille et moi, l'homme s'est souvenu de ce qu'ils avaient prévu. Nous irons par le même chemin, traverserons la petite rivière, puis chacun de son côté. Nous n'avons pas d'horaire, mais vous, la mère et le jeune homme, vous en avez. Vous devriez aller à l'arrêt du ferry, acheter vos billets et faire attention au départ. Vous prendrez des ferrys différents. Je propose que nous partions tous les 5 ensemble. Nous fermerons la maison à clé. La clé devrait être sur la porte. Nous éteindrons le feu. La fille et moi prendrons le chemin à gauche de la maison. Je porterai sa valise, et avant d'atteindre la passerelle, je la lui donnerai. Personne ne doit nous voir ensemble. Après avoir traversé la passerelle, s'il n'y a personne sur la route, je la porterai quand même pour qu'elle la tienne pendant quelques mètres. Ensuite, nous nous séparerons. La mère, la fille et le jeune homme continueront la route dans la direction opposée à la mienne et à la fille. Vous irez ensemble. Le jeune homme aidera à porter la valise, mais près de l'arrêt du ferry, du port. Séparez-vous et ne vous revoyez plus. Nous allons nous séparer. Se lamenta le jeune homme. Je suis désolé, je t'aime et je suis amoureux de la vie, dit-il. Sera-ce vraiment une séparation? Nous ne nous reverrons certainement pas, dit la jeune fille avec tristesse. Je les garderai en mémoire. Je souhaite à tous paix et réussite. Je suis également désolé pour ce départ. Partons en paix, souhaita sa mère. Tout étant prêt, ils quittèrent la maison. La fillette mit son sac à dos sur son dos. Mila prit celui du garçon et les 2 sacs, le sien et le sien, contenant de la nourriture, du maïs, des œufs durs et des fruits. La fillette portait son sac à dos, tandis que l'homme portait sa valise et la sienne. La porte était fermée. L'homme plaça la clé sur un clou. Ils se regardèrent simplement. Seule la fillette dit « Au revoir ». L'homme et la fillette répondirent. Ils quittèrent les lieux et gagnèrent la route. Là, 2 d'entre eux prirent un chemin, les 3 autres l'autre. L'homme et la fillette marchaient d'un pas régulier. Il n'y avait personne sur la route. Ils ne parlèrent pas. Entendant le bruit de l'eau de la rivière, l'homme lui tendit la valise et fit signe à la fillette de la suivre. La fillette s'arrêta devant la rivière, ne voyant personne. La passerelle était là, et comme annoncé, le courant était encore très fort. L'homme s'approcha d'elle. « Je vais devant. Prends la valise pour toi. Après que j'ai traversé, tu traverseras. » Il prit la valise d'une main, et de l'autre, tint la corde et traversa. Voyant l'autre côté, la fille traversa. Ne voyant personne, l'homme continua avec la valise de la fille pendant quelques minutes encore. Puis il décida, « Que fais-tu, ma fille? Est-ce que ça va aller de l'avant? Prends ton sac, passe ton chemin. Au revoir. Au revoir. Et merci. » La jeune fille prit son sac et s'éloigna. Elle ne se retourna pas. D'après ce qu'elle avait entendu l'homme dire, il allait certainement prendre un autre chemin. Quand elle aperçut la ville, elle se retourna et ne vit pas l'homme. « Voilà, Isédora, tu es seule maintenant. Seule comme toujours? Je ne suis pas meilleure. » Accompagnée d'optimisme et d'espoir. Rio. La jeune fille pensait que je m'appelais Renata. Est-ce que je ressemble à Renata? Nous ressemblons exactement à la mienne. Elle entra dans la ville, demanda l'arrêt de bus et on lui dit où. C'était un bar. Elle s'y dirigea, entra et demanda. Elle apprit qu'il y aurait un bus, ce qu'elle voulait. Ce n'est que le lendemain, à 8h30, qu'elle demanda un motel et on lui indiqua où. Elle y alla, loua une chambre, prit une longue douche, puis partit. Elle alla déjeuner et s'acheta des choses, 2 paires de boucles d'oreilles, en mit une, du maquillage, du rouge à lèvres, 2 des chemisiers très féminins. Elle s'est fait vernir les ongles chez le coiffeur et s'est fait épiler les sourcils. Je ne veux même pas voir le résultat, je vais nettement mieux. Après le dîner, elle s'est allongée sur le lit et s'est endormie. Le lendemain, après le petit déjeuner, elle est allée à l'arrêt de bus. Le bus est arrivé et elle est montée. Je continue mon voyage avec 3 jours de retard. C'était une inondation. Une inondation que je n'oublierai jamais. C'était une aventure. Et une question sans réponse.
Qui a tué Adi? Je pense que ça aurait pu être n'importe laquelle d'entre nous quatre. Mais qui? Je pense que c'est probablement un homme. Il a quitté sa maison pour voyager. Peut-être qu'il préparait ça depuis longtemps, et les fortes pluies l'auraient aidé. Car, comme on le sait, des gens sont morts dans les inondations. Cela aurait dérouté Adi, mais l'homme a croisé des gens en chemin. Il a dû les tuer et a essayé de partir. N'y parvenant pas, il est revenu, a vu des gens dans la maison et a décidé de rester et de se faire aider pour cacher le corps. Et a dû. Il a tué sa fille, et l'homme s'est vengé. Quelle triste histoire. Eh bien, Isadora se le souhaitait, je vais essayer de faire de mon mieux et d'y arriver. Ce que j'avais prévu dans cette maison avec ces gens dont j'ignore même les noms, mais que j'appréciais. Le bus roulait lentement. Le chemin de terre était semé de nids de poules et de boue. Puis le bus continua sur une autoroute goudronnée. Ce fut un soulagement. Il y avait des arrêts, et il arriva à destination dans l'après-midi. Elle alla au motel, se reposa, et le lendemain, de bonne heure, se rendit à l'adresse prévue pour la réunion. Elle fut bien accueillie, rencontra du monde et avait déjà envie de commencer l'entraînement le lendemain et de rencontrer les jeunes. Isadora était enthousiaste. L'homme descendit la route et jeta de temps en temps un coup d'œil à la fille devant lui. Il s'arrêta et resta derrière un arbre jusqu'à ce qu'il ne la voie plus. Puis il marcha un peu plus loin et prit un autre chemin, une autre route. Puis il marcha rapidement. Je ne commenterai pas mon séjour dans cette maison. Ce qui s'y passa était incroyable. Il y avait 5 personnes dans la maison et le défunt, le propriétaire. Tout porte à croire qu'il a été assassiné. Nous l'avons enterré, j'ai aidé. Nous nous sommes dit au revoir sans savoir qui étaient nos colocataires ni leur nom, mais quelqu'un l'a tué. Je les aimais tous point mais l'un d'eux est le tueur. J'aurais aimé que le jeune homme ait raison, que ce soit quelqu'un d'autre, aucun des 5. Cependant, je pense que c'était la mère. Elle cachait quelque chose, et ce quelque chose était le meurtre. Personne autour ne savait qui était vraiment Adi. Il est arrivé, a acheté ce terrain et s'est installé. La mère ne le connaissait-elle pas? Elle ne l'a pas poursuivi. Ils se sont disputés, et elle l'a tué. La mère a défendu sa fille. Peut-être que Edia voulait la violer. Si c'était le cas, c'était bien fait. J'aurais aimé pouvoir défendre ma fille. Mieux vaut oublier ce qui s'est passé dans la petite maison au bord de la route. Et n'avait personne. Il ne manquera certainement à personne. C'est triste de ne manquer à personne. Il est arrivé à sa ferme, le cœur battant la chamade. Il semblait qu'il était parti depuis longtemps. Il se souvenait que lorsqu'il était parti en voyage, il l'avait fait en lui disant au revoir. Voir tout cela le rendait heureux. 2 petits-enfants, en le voyant, ont couru le serrer dans leurs bras. Il les a serrés affectueusement dans ses bras. Il cria à sa femme, qui arriva, et en le voyant, se réjouit. Dieu merci. Tiao, tu es de retour. J'étais très inquiet de te voir dehors sous toute cette pluie. Tu vas bien? Oui. Quels étaient les dégâts? Il en dit peu à sa femme et la serra dans ses bras. Son fils vint le voir, et Sébastiao, que tout le monde appelait Tiao, le lui raconta. Je suis allé en ville, et puis la pluie est tombée sur l'entrepôt. Il y avait des dégâts, et je ne pouvais même pas leur parler. J'ai décidé de vendre le maïs ici. J'ai dû rester en ville car les péniches s'arrêtaient. J'ai logé dans une pension. C'était un soulagement de partir. Tout était expliqué. Sébastiao les regarda tous. Il était heureux d'être de retour. Il était soulagé, et il les aimait. Sa femme, tout en servant le déjeuner, lui a dit « Tiens, c'est la messe du 7e jour de ma cousine Léonore aujourd'hui. Je veux y aller. J'ai demandé à notre belle-fille de m'emmener à la messe, qui aura lieu à 18h, mais elle n'a pas semblé apprécier l'idée. Dis-lui que je t'emmène, a dit Tiao. Tu resteras pendant que je serai à l'église en ville. Je n'irai pas à la messe, a dit Sébastiao. Je retourne à l'église. Je veux faire la paix avec la religion, avec Dieu. Mon vieux, quelle joie! La femme de Sébastiao était émue et les larmes lui montèrent aux yeux. Oui, je veux retourner à l'église, prier et être en paix. On peut y aller un peu plus tôt, à 17h. D'abord, je veux parler à Dieu, lui demander pardon et retourner à la piété. Tiao, quelle joie! Oui, on le fera. Et souviens-toi, Dieu nous a toujours pardonné. Mais pourquoi tout a-t-il soudainement changé? Je pense que c'était à cause des inondations,
parce que j'étais loin de tout le monde pendant 3 jours. J'ai beaucoup réfléchi et j'en ai conclu qu'on m'avait pris quelque chose, mais il me reste encore beaucoup de choses. Ils sont allés à l'église, mais comme ils étaient arrivés tôt, il n'y avait personne. Sébastien s'est agenouillé et a parlé à Dieu. Seigneur Dieu, Père de tous, pardonne-moi. Je te demande pardon pour mon ignorance. Je me suis rebellé contre toi, et dans ma colère, je t'en ai voulu. Il doit y avoir une raison pour laquelle cela est arrivé à ma fille. Prends soin d'elle pour moi et pardonne-moi. Sébastien soupira profondément. Il sentit une paix l'envelopper, le rassurant. Des larmes coulèrent sur son visage mais ces larmes étaient d'amour. Il se réjouissait. Il assista à la messe. Le jeune homme marchait aux côtés de la mère et de la fille. Il portait un sac de vêtements qu'il avait pris à l'ancien propriétaire de la maison et la valise de sa mère. Il était plein d'espoir, il voulait vraiment partir et ne jamais revenir dans ces parages. Cependant, il se sentait mal d'être séparé du groupe. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été entouré de gens bien, qui ne le critiquaient pas et le traitaient bien. S'il le pouvait, il les aurait, tous les 4, comme amis. J'espère que tout le monde va bien. Nous, les vivants, les morts, et même son assassin. Qui cela pourrait-il être? J'espère. J'aimerais que ce soit quelqu'un que nous ne connaissons pas. Mais si c'était l'une de nous, peut-être était-ce la fille. Elle était en colère. Zadie a peut-être essayé de la violer. Elle a réagi et l'a tuée accidentellement. Le mieux que je puisse faire, c'est d'oublier cela. Je n'en parlerai jamais à personne. Ce que je ferai, c'est me souvenir des conseils que j'ai entendus et de mon but. Près de la gare maritime, le jeune homme donna sa valise à sa mère, prit son sac à dos et s'avança. Il fit simplement signe à la jeune fille, qui sourit. Arrivé, il se rendit directement à la billetterie et en acheta un. On l'informa que le ferry qu'il devait prendre partirait dans 20 minutes. Il trouva un coin pour s'asseoir et attendit. Lorsque le bateau arriva, il monta rapidement à bord, s'assit et resta assis tranquillement, ses 2 sacs et son sac à dos à ses côtés. Voilà Ézéchiel, une nouvelle vie. Au bout de 2 heures, le ferry gagna en rapidité grâce au courant et arriva à destination. Ézéchiel descendit, chercha un logement et se rendit dans une auberge voisine, où il mangea ce qu'il avait apporté. Après, il prit une longue douche et se rendit à l'adresse indiquée pour chercher du travail. Il y pria, parla au chef de chantier et trouva un emploi. Il commencerait le lendemain. Après 3 jours de travail minutieux et efficace, il fut embauché et autorisé à rester dans le logement. Il s'installa, s'organisa, puis chercha une église évangélique. Il en fréquenta 2 et ne s'adapta pas. Un collègue lui en recommanda une. Ézéchiel y alla, apprécia l'endroit et commença à y aller. Il était heureux, reconnaissant, et évitait de penser à ce qui s'était passé dans cette petite maison et à l'inondation. Mila et Giovanna, mère et fille, descendirent la rue en essayant de suivre le jeune homme. Elles restèrent silencieuses, bien que marchant à proximité. Mila était attentive, car il portait sa valise. Lorsqu'elle aperçut le poing, le port, elle fut soulagée d'échanger ses affaires. Ils se séparèrent. Elle vit le jeune homme acheter le billet et se diriger vers un coin de rue. Mila acheta également les billets et apprit qu'elle devrait attendre 40 minutes pour son bateau, qui naviguait à contre-courant et prenait plus de temps. Elle alla au bar, s'assit avec sa fille, mit sa valise entre ses jambes, et elles burent du soda et mangèrent du pain. « C'est si bon de manger du pain !» s'exclama Giovanna. Emilia hocha la tête en regardant le jeune homme monter à bord du ferry et partir. « Bien sûr, pensa Emilia. Je ne les reverrai plus jamais. Quel dommage. Je les aimais beaucoup, mais l'un d'eux est le tueur. Qui? La question reste sans réponse. Je ne fais que deviner. Pour moi, c'était le jeune homme. Je ne voulais pas que ce soit lui. D'après ce qu'il nous a raconté, il a déjà beaucoup souffert. J'espère que le jeune homme ne commettra plus rien de mal, qu'il sera honnête. Mais un crime a été commis selon la loi de Dieu. Cet acte est imputé à celui qui l'a commis. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pas l'un des 3, pas l'un d'entre nous. Elle attendit 1 heure. Le ferry sur lequel elle voyageait arriva. Elle et sa fille s'assirent. Il n'y avait pas beaucoup de passagers, mais malgré cela, Emilia resta vigilante, posa sa valise, son sac à dos et son sac de provisions sur une chaise à proximité et observa la scène. Le ferry partit. Le jeune homme passa en vendant plein de choses.
Emilia acheta des livres de coloriage, un jeu pour sa fille, qui adorait ça, et alla jouer. Comme ça, elle se changera les idées. Le voyage est long, pensa Emilia. Emilia essaya également de se distraire, sortit une feuille de papier de son sac et se souvint. J'ai assisté à une conférence au Centre Spirit. J'ai beaucoup aimé ce que l'orateur a dit. À la fin, je l'ai salué et lui ai demandé la feuille sur laquelle il avait noté les points qu'il aborderait. Je me souviens que l'orateur, surpris, a commenté « C'est juste un rappel. J'ai noté certains points qui devaient être abordés. Si tu veux, tu peux les garder. » Je les ai pris et je les ai gardés avec moi. Emilia lut une phrase et se souvint. L'orateur commença sa conférence par une question. Pourquoi souffrons-nous? Il existe de nombreuses réponses, mais concentrons-nous sur celles que nous entendons chez les spirites. La plupart disent que c'est dû à des réactions, à des erreurs commises dans d'autres vies, qui sont la rédemption de mauvaises décisions dans cette incarnation, et qui peuvent nous causer des problèmes, des difficultés, voire de la souffrance. J'explique, sachant que cette personne n'est pas bonne, qu'elle a des forces, qu'épouser cette personne risque de mener à un mariage désastreux, avec les conséquences désagréables qui s'ensuivent. L'ivresse peut provoquer un cancer, le tabagisme une maladie pulmonaire. Le vol peut entraîner une arrestation et un séjour pénible en prison, etc. Les erreurs commises sont gravées dans notre esprit, dans notre mémoire spirituelle, et le châtiment survient parfois immédiatement, parfois plus tard, et nous pouvons souffrir pour des méfaits du passé, d'autres vies. Si nous faisons quelque chose de mal maintenant, le châtiment viendra dans cette même incarnation ou dans les suivantes, mais il viendra s'il n'est pas annulé par le bien que nous avons fait. Soit par amour, soit par action. Chacun semé, et la récolte sera ce que l'on aura semé. Et nous pouvons, par la bonté de Dieu, par notre libre arbitre, choisir ce que nous semons, choisir la bonne graine, le bien, et alors la récolte sera bonne. Sage est celui qui sème le bien. Mais revenons à la question, pourquoi souffrons-nous? Beaucoup oublient qu'Allan Kardec, dans ses recherches sérieuses, a classé notre planète en D, terre d'épreuves et d'expiation. Il a placé les épreuves en premier. Beaucoup d'épreuves nous causent des difficultés. Laissez-moi vous expliquer. Je veux me prouver que je suis capable de pardonner. Je dis en théorie que je pardonne toujours, mais je le ferai en pratique. Si je pardonne les petites offenses, je saurai certainement pardonner aux grands. Si je passais les examens comme un élève assidu en classe, la Terre serait une excellente école. Si j'y allais pendant l'année scolaire ou dans une incarnation, pardonnant toujours au point de ne plus être offensé par le mal, je n'aurais plus besoin de passer d'examen. Si l'examen est le pardon, vous avez étudié la théorie, vous voulez le passer en pratique et vous pourriez subir un mal plus grand, quelque chose qui vous fera souffrir. Et si vous pardonnez, vous réussirez l'examen et vous serez en paix et heureux. Si vous échouez, vous redoublerez et devrez être testé dans une autre incarnation. Il en va de même pour tous les vices, comme souffrir sans se plaindre, être utile même malade ou handicapé, avoir l'occasion de faire des erreurs et de rester honnête, etc. Les épreuves plus grandes nous causent des difficultés, car ceux qui souffrent dans une épreuve n'ont pas appris ce qu'est l'amour. N'oublions pas que les épreuves que nous choisissons peuvent nous faire souffrir. Et si nous souffrons pour la rédemption, tirons la leçon et comprenons que nous sommes en paix avec nous-mêmes. Il est merveilleux de ne pas commettre d'actions négatives, d'être en paix et conscient de la nécessité de progresser et d'aimer toujours plus. Emilia soupira et continua à réfléchir. J'ai récemment fait un choix. J'allais vivre avec Séraphin sans être sûr que cela fonctionnerait. Je n'aurais pas dû le faire. Cependant, mon séjour dans cette maison m'a été très bénéfique. Si j'avais souffert, c'était à cause d'un mauvais choix. Elle lut le résumé de l'oratrice et répéta quelques phrases qu'elle avait relevées dans l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 5. Bienheureux les affligés. Point 9. L'expiation sert toujours d'épreuve. Mais l'épreuve n'est pas toujours une expiation. Chapitre 28. Recueil de prières spirites. Point 30. Soumission et résignation. Lorsque nous souffrons d'une affliction, si nous en cherchons la cause, nous trouverons toujours notre propre imprudence, notre imprévoyance ou une action antérieure. Chapitre 28. Prières pour les malades et les obsédés. Point 77. Il est donc nécessaire de se résigner à subir les conséquences de l'environnement qui nous place en infériorité jusqu'à ce que nous devenions dignes. Emilia replia le papier, le mit dans son sac et prit sa décision. J'irai au centre spirit dès que possible, je m'y rendrai et me ferai religieuse.
Je veux emprunter l'Évangile selon le spiritisme pour le lire. Et je ne me contenterai pas de le lire, je l'étudierai. J'apprendrai certainement beaucoup. Et cette connaissance sera ma consolation et mon approbation sur mon chemin. Le voyage, bien que fatigant, se déroula sans encombre. Emilia surveillait attentivement ses bagages. Il prit plus de temps que prévu à cause du fort courant. Elles mangèrent ce qu'elles avaient apporté, des fruits, des œufs et du maïs bouilli. Elles arrivèrent au port dans l'après-midi, à 16h25, prirent un taxi et se rendirent à la gare routière. Elles voulaient connaître les horaires de bus pour la ville où elles souhaitaient se rendre. Là, on lui annonça que le bus partirait à 5h15 le lendemain. Elle décida de rester à la gare routière. Elle dîna dans un restaurant voisin, puis revint point et elle s'assit sur un banc dans un endroit plus fréquenté et fit allonger sa fille, la tête sur ses genoux. Il prit sa ceinture, attacha une extrémité à la poignée de sa valise et l'autre à son poignet. Si on me vole ma valise, je me retrouverai sans rien. C'est un nouveau départ. Je dépense tout l'argent que Séraphim m'a donné et que j'ai récolté en vendant des meubles. Dois-je me protéger? Il ne dormit pas. Il fit seulement une sieste. Sa fille dormit. Ils se réveillèrent avant 5 heures du matin, prirent un café au bar de la gare routière et furent soulagés de remonter dans le bus, mais il dut laisser sa valise dans le compartiment à bagages. Le voyage fut long, mais tout se passa sans encombre. Jovan était un enfant sage et essayait de comprendre et d'accepter les inconvénients du voyage. Il y eut des arrêts, 2 fois pour aller aux toilettes et 1 fois pour manger. Ils arrivèrent à midi. Ils descendirent du bus et prirent un taxi. Emilia se sentit soulagée. Elles allèrent chez Ritina. Ritina était ravie de leur retour. Cette dame les aimait. Ritina avait 2 filles qui ne lui prêtaient aucune attention. Elle lui rendait rarement visite, remarquez. Emilia expliqua, la crue du fleuve nous a empêchés de voyager. Nous n'avons fait que la moitié du voyage. Puis j'ai réfléchi et je suis revenu. Tu ne nous laisseras pas rester ici quelques jours. Bien sûr. Vous m'avez tellement manqué, et je suis contente que tu sois revenu si vite à Ritina. Mila déposa sa valise dans la chambre, sortit et leur acheta un déjeuner à tous les 3. Puis elle se rendit à la poste. Elle envoya un télégramme de soutien, disant qu'elle ne pouvait pas venir et qu'elle écrirait pour s'expliquer. Elle acheta du papier et une enveloppe à proximité et lui écrivit, l'informant que quelques jours avant le voyage, elle s'était évanouie, était allée à l'hôpital, et après des examens, avait été diagnostiquée très malade et dans un état grave. Elle s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait plus y aller. Elle a scellé la lettre et l'a postée. Elle est rentrée chez elle après les courses. De retour chez elle, elle a ouvert sa valise, a mis ce qu'elle avait pris à Zadie sous le matelas et est allée laver le linge. Puis il a parlé à Ritina. Nous allions retrouver Séraphim. L'inondation nous en a empêchés. Nous avons dû nous réfugier dans une maison. C'était très agréable. C'est là que j'ai décidé de retourner. Giovanna m'a dit qu'ils avaient même joué avec elle et qu'elle avait gagné au jeu des noms. Je suis contente que tu aies été indemne de l'inondation. Il a beaucoup plu ici aussi, mais la tour n'a pas été endommagée. Il s'est passé quelque chose de très bien. Emilia a menti. J'ai acheté un billet de loterie et j'ai gagné. Demain, j'irai à la banque récupérer le prix. Je laisserai l'argent en dépôt. Je pense pouvoir m'acheter une petite maison. Je vais chercher un travail et je suis sûre d'en trouver un. Je suis impatiente et déterminée à guérir. C'est super, Emilia. C'est super. Dieu merci. S'exclama Ritina. Ils dînèrent et allèrent se coucher. Mila se réveilla au petit matin, et sans faire de bruit, sortit le paquet et les papiers qu'elle avait emportés. Elle compta l'argent, c'était beaucoup, du moins pour elle, et regarda les actions. Je ne sais pas si ces actions valent grand-chose, elles appartiennent à une entreprise connue. Je les rangeai. Et le lendemain, à l'ouverture des banques, Mila mit tout dans un sac à dos, demanda à son ami de s'occuper de sa fille et se rendit à la banque. Si le gérant veut savoir où j'ai trouvé ça, je lui dirai que c'est ce que j'ai donné un jour à un père que je croyais décédé, qui est venu me le donner. Le gérant compta l'argent et lui conseilla de vendre les actions, la banque se chargerait de la transaction. Lors Monsieur Marsilio. Là, ils attrapaient les morts, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les désincarnés. Ils les battaient et les emprisonnaient. C'était s'ils refusaient de les suivre et de devenir bons. Je ne le voulais pas. Dieu m'en garde. S'ils m'attrapent, que ferai-je? Me suis-je demandé.
J'ai décidé de quitter la maison de mes parents. Je suis allé à l'endroit où je retrouvais mes amis. Là, je n'en ai trouvé que 3 et je les ai écoutés. L'un d'eux a commenté, « Je ne sais même pas pourquoi je me suis souvenu de Genilson. Il est mort il y a longtemps. Je pense que c'est Dioguino qui l'a envoyé au loin. » Il n'y avait aucun moyen de le prouver. Le chef de la police, lorsqu'il nous a convoqués pour nous dire ce que nous savions, nous a dit en face que nous n'étions pas dignes de confiance, que n'importe qui aurait pu tuer Genilson, et que cela aurait pu être l'un d'entre nous, un membre de notre groupe, parce que nous nous disputions tout le temps, et qu'en cas de bagarre entre nous, un ou tous, nous aurions pu le tuer. Ma mère m'a supplié de ne plus en parler, d'oublier ce crime. J'ai décidé de me taire. Je pense que c'était mieux. Nous avions mauvaise réputation et nous risquions d'être accusés. Nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis, et beaucoup de gens n'aimaient pas nos farces. Vous vous souvenez d'Inor Mina? Elle a juré de se venger de nous après ce que nous lui avons fait. Vous avez raison, a acquiescé un autre. Il vaut mieux faire ce qui est juste. Nous avons bien fait de ne plus nous retrouver pour faire la fête, d'arrêter nos blagues blessantes et de nous remettre sur nos pas, comme le demande ma mère, en nous demandant si nous risquions de connaître le même sort que Genilson ou de finir en prison. Ils se sont dit au revoir et sont rentrés chez eux. J'ai compris. À ce moment-là, je n'étais pas aimé, je ne l'avais jamais été, car je ne l'avais pas mérité. Mes amis n'étaient que des fêtards. Mes parents s'inquiétaient pour moi, peut-être m'aimaient-ils, mais je ne faisais que leur causer du chagrin, et secrètement, ils étaient soulagés par ma mort. J'en ai conclu que s'il y avait un coupable, c'était celui qui m'avait tué. Lui, Dioguino, est la cause de tout cela, et il ne lui est rien arrivé. Je suis allé chez lui, j'ai marché comme si j'avais une crise. Je suis arrivé et je l'ai vu travailler dans le jardin. Je suis resté dans la cour à le regarder. Il plantait des haricots. Z est entré dans la maison. Je suis entré avec lui. Sa maison était simple, inconfortable, mais propre. Il est allé préparer le déjeuner. Je l'ai maudit, j'ai crié « Ma ». J'ai ressenti ma colère, ma haine, et je l'ai accusé de m'avoir tué. J'ai réalisé que Eddie me comprenait. Lui, non. Il m'écoutait, mais ressentait la mauvaise énergie que j'avais projetée sur lui. J'ai aimé le résultat. Il avait des vertiges et sa tête commençait à lui faire mal. Je reste ici, ai-je décidé. Et je me suis installé. Il mangeait et restait près de moi. J'avais l'impression d'avoir mangé. Il dormait dans les coins de la maison, et je commençais à le tourmenter. Si j'étais malheureuse, il devait l'être aussi. Parfois, je me sentais mieux, d'autres fois, j'étais perturbée et je dormais beaucoup. Je n'avais rien d'autre à faire, nulle part où aller. J'avais peur de retourner chez mes parents, chez ma sœur. Je ne voulais pas. Elle me critiquait tout le temps, me grondait et s'inquiétait toujours pour nos parents. Je n'avais pas envie non plus d'aller chez un de mes anciens amis. Elles devinrent des grimaces, c'est-à-dire très précises. Je ne voyais pas le temps passer. J'ai sursauté en entendant Dioguino me donner la date. J'ai calculé, et cela faisait 2 ans et 2 mois que j'étais morte, que j'étais décédée. J'ai décidé de me venger, de le tourmenter encore plus. Il était responsable de ma mort et il continuait à vivre. En fait, je n'aimais pas être morte. Je sortais rarement de chez moi, j'essayais de faire la fête, mais les fêtes ne me plaisaient plus. Pendant ce temps, j'allais rarement chez mes parents. Je réalisais que nous n'étions pas proches et qu'ils vivaient mieux sans les plaintes qu'ils recevaient à cause de moi, sans les soucis que je leur causais. Genilson s'arrêta car il entendit un bruit dans le jardin. Il se leva, regarda par la vitre et vit que le bruit provenait d'un poulet. Il se rassit et continua à réfléchir. Je me fis à mes pensées, me souvenant de ce qu'il m'avait fait. Je m'approchai de lui, tantôt en parlant, tantôt en criant. « Dioguino, tu dois toujours te rappeler que tu as tué Genilson. Il était jeune, plein de vie, et il est mort. Es-tu un meurtrier ?» Ou alors je le fixais du regard, et avec colère et haine, j'insistais. « Zadi, as-tu tué quelqu'un? Tu es un meurtrier, une mauvaise personne, un meurtrier. » Le répertoire était vaste, mais similaire. Je disais toujours que c'était un meurtrier, une mauvaise personne. Lui, Z, ressentait mon énergie et réfléchissait beaucoup à ce qui s'était passé, au meurtre. Il était triste et travaillait encore plus dur. Genilson s'est énervé, s'est levé, arpentait le salon sans quitter la maison. 5 minutes plus tard, il s'est rassis et a conclu. Chacun a son histoire.
Je l'ai compris en écoutant le groupe d'incarnés parler. Et Diego avait la sienne aussi. J'entendais ses pensées. Il se remémorait constamment des faits de sa vie, et chaque fois qu'il s'en souvenait, il souffrait. José Diogo, son nom complet comporte 2 noms de famille. Il venait d'une famille aisée, il avait fait des études. Il était avocat. Il est né avec un handicap sexuel. Seule sa mère le savait. Son père, non. Sa mère a tout fait pour lui faire comprendre et accepter son handicap. Enfant timide, il avait peu d'amis, et adolescent aussi. À l'université, il n'avait pas encore eu de petit ami. Avant d'obtenir son diplôme, son père est décédé, et sa sœur et lui ont hérité d'une fortune. Sa sœur s'est mariée. Une jeune femme, une amie de la famille de ses parents, l'a abordé et a tout fait pour le conquérir. Ils ont commencé à sortir ensemble.